Salut à tous, c'est Steph de Design Sprint Ltd. On a une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui puisqu'on accueille un nouveau membre dans l'équipe qui nous rejoint en tant que Design Sprint Fellow et je vous laisse le découvrir tout de suite. Il n'est autre que monsieur Fabrice Liu, ici présent. Hello Fab. Salut. Donc voilà, hyper heureux de t'accueillir dans l'équipe en tant que fellow. Donc pour vous expliquer ce qu'est un Design Sprint Fellow, ce n'est autre qu'un consultant, designer qui finalement est indépendant. Hein. Donc c'est ton cas Fabrice, tu es indépendant. Mais tu nous rejoins sous le nom Design Sprint Ltd. Et on va faire de plus en plus de choses ensemble dans ces prochains mois et années en fait. Et l'idée vraiment c'est d'intégrer des gens qu'on aime bien, qui bossent bien sur nos projets et de faire de plus en plus de choses ensemble. Donc peut-être commençons par là Fabrice, est-ce que tu peux t'introduire en quelques mots et te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore dans le monde du sprint francophone? Yes, et ben écoute Steph, je m'appelle Fabrice Liu, je suis designer depuis plus de 10 ans et je fais des design sprints depuis plus de 7 ans maintenant, quasiment au même moment que toi tu as commencé, j'ai commencé les sprints parce que je cherchais des gens qui faisaient ça à l'époque. Autre que Jake et que les articles que je trouvais sur Internet en anglais. Je cherchais un peu les émergences dans le monde francophone et puis là, je t'ai trouvé, je t'ai appelé et tu m'as dit que tu étais sur le coup aussi et je me suis dit, faut qu'on monte un Slack ensemble et qu'on invite d'autres gens dedans. Et du coup, tu as dit OK et puis voilà, on a commencé un peu en parallèle comme ça, toi à la Suisse, moi sur le sud, côté Lyon, j'habite à côté de Lyon, donc on a commencé comme ça. Et puis on est resté en lien tout ce temps, même si on ne bossait pas directement ensemble pour échanger sur les évolutions de la pratique, sur la vision de tout ça. Et puis voilà, ça m'en amène au fellowship parce qu'on est resté sur le même fil de pensée et le même fil de philosophie par rapport au design sprint. En fait, c'est ça qui est drôle dans l'histoire, c'est que moi je commence le sprint en courant 2015 à m'y intéresser de manière vraiment sérieuse, à mener mes premiers design sprints. Puis là j'en suis à mon deuxième ou troisième sprint, je suis chez un client, je suis encore sur une terrasse à Zurich et je reçois un message d'un mec qui me dit ah ouais, tu fais aussi du design sprint. Et j'étais tellement étonné que quelqu'un d'autre le fasse parce que j'ai vraiment l'impression d'être le tout premier finalement. Et puis tu avais aussi de l'expérience, tu t'étais aussi lancé vraiment au même temps, c'est ça qui était incroyable. Et tu n'étais vraiment pas si loin, tu étais juste sur Lyon. Et c'était une assez chouette coïncidence. Et je pense que tous les deux, on n'est pas tombés dans le design sprint par hasard. On a eu un parcours assez similaire en fait, et on est arrivé au même moment quasiment à découvrir ces méthodes. Peut-être tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu as fait avant de faire du design sprint et comment tu y es arrivé? Au tout début, j'avais un studio de web avec deux amis à moi qui étaient dans le développement web. Donc on faisait des sites. Très rapidement, on a capté que le fonctionnement agence classique avec récupération de cahiers des charges, échange par mail et par téléphone, ça ne marcherait pas. Et que du coup, il fallait qu'on puisse être plus agile. On a découvert tous ces concepts-là aussi il y a une dizaine d'années. Et eux, du coup, ont fait évoluer leur manière de développer. Et moi, de mon côté, j'ai fait évoluer ma manière d'approcher le design en me disant, en fait, il faut que je devienne facilitateur. J'ai découvert ce terme aussi. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? Puis j'en parlais à mes clients à Grenoble qui me disaient, mais on ne comprend pas ton langage, c'est quoi cette histoire? Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se mette dans la même pièce ensemble autour d'une table pour avancer sur notre projet alors qu'on vous paye pour faire ça? Je leur disais, en fait, vous me payez pour qu'on fasse ça justement ensemble parce que c'est là où ça va marcher. Et donc, j'ai commencé à chercher des ressources sur le web pour pouvoir mieux animer des réunions parce que je galérais grave au début, on ne va pas se mentir. Et puis, j'ai découvert les post-it et tout ça, et les murs sur lesquels on peut coller des choses et les synthèses qu'on peut faire. C'était très cool. Et j'ai découvert les premiers articles aussi de Google Ventures que rédigeait Jake, avec une structure, avec des jours, avec quelque chose qui marchait chez Google. J'ai fait, ah ok, là, il y a peut-être un truc à suivre. Donc, je me suis mis à implémenter ça par petites touches au départ. Et puis, au fur et à mesure, ça commençait à devenir assez costaud et on a carrément mis ça au cœur de notre démarche et de notre approche par rapport à nos clients. Donc, c'était dans le milieu du numérique, quoi. En fait, comment ça s'est passé tes premiers sprints? Quels étaient tes premiers clients? Et comment tu as démarré ça à Lyon? Donc ouais, là, le studio, c'était à Grenoble. En fait, on a arrêté notre studio à un moment donné parce qu'il y en a un qui voulait partir voyager, un autre qui était expert WordPress qui a voulu partir sur autre chose aussi. Et moi, je suis venu m'installer sur Lyon. Et là, je me suis relancé indépendant, donc je ne pouvais plus avoir la même approche que le studio.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à proposer à des startups, à des boîtes, de faire des demi-journées, juste un peu des journées de 6 heures, où je faisais très rapidement en fait, les premières phases de questionnement par rapport au projet, une première map, des premiers Home ITWI avec une première priorisation. Et en gros, on finissait la demi-journée avec plein de questions. Et les gens disaient ouais, mais maintenant, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et je leur dis il y a des jours derrière pour que ça puisse continuer et il faut qu'on se lance dedans, quoi. Donc au départ, j'avais fait ces journées gratuites. Après, du coup, je faisais ces journées pas très chères, mais quand même payantes parce que ça avait de la valeur. Et puis à ce moment-là, il y a le livre qui est sorti en français. C'était il y a 7 ans, un truc comme ça, 6 ou 7 ans. Et là, à ce moment-là, du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même pas mal d'expérience sur le sujet, c'est le moment qu'on y aille. Et puis c'est quand même une démarche coopérative. Donc je me suis dit, si j'y vais, il ne faut pas que j'y aille en concurrence avec d'autres gens qui font du design sprint. Et c'est à ce moment-là, du coup, où j'ai dû faire sonner ton téléphone quand tu étais en terrasse à Zurich. Je dois dire, c'est aussi... Ça m'a étonné en fait qu'un concurrent me contacte comme ça, et puis finalement moi j'ai adoré vraiment j'ai adoré ton approche, et puis je pense que c'était la bonne sur ces méthodes-là. C'est qu'en fait on est là pour s'entraider, pour partager, parce qu'on est les premiers, on est des pionniers finalement, clairement, sur ces domaines-là. En tout cas, on l'était, les pionniers à ce moment-là. Et puis que le seul moyen de faire connaître une méthodologie ou des façons de travailler qui sont vraiment novatrices, des fois disruptives dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il faut coopérer, il faut s'entraider, et il faut partager ce qu'on découvre et ce qu'on sait. Puis je dois vraiment dire du fond du cœur que tu nous as toujours soutenus, et merci pour ça. Et vraiment, tu as toujours été dans cette optique de partage. Tu as créé très rapidement ce Slack pour rassembler la communauté de Sprint Master francophone, qui est plus très actif maintenant parce que tout est passé sur le sprint mondial et on communique beaucoup plus en anglais. Reste qu'il existe encore, et on l'utilise encore de temps en temps, ce Slack. Et ouais, vraiment, je trouve que tu as vraiment cette attitude-là. Peut-être tu peux nous parler un peu de l'écosystème designer lyonnais. C'était un peu dans la même démarche que pour ce Slack sur les Sprint Master, mais là, c'était plus largement sur les designers. Parce qu'en fait, en gros, à l'époque, donc pareil, 6 ou 7 ans en arrière, moi, je cherchais des autres designers sur Lyon, mais des designers qui n'étaient pas comme moi, donc des gens peut-être qui étaient dans le design objet, design intérieur, architecture. Et du coup, j'ai organisé un meet-up. On était une 25 au départ, juste un apéro. Puis au fur et à mesure, ça finit par évoluer. C'est devenu quelque chose de plus construit, avec des pitchs, avec des partages de sujets, avec des formations, avec des workshops d'apprentissage partagé, enfin un peu tout ça. Avec un groupe Facebook pour supporter tout ça. Là, maintenant, c'est un groupe où il y a 4100 ou 4200 membres. Okay. Qui reste pas mal actif, alors que je l'active plus tant que ça, parce qu'il y avait vraiment cet aspect rencontre en physique qui était ultra important, et là avec le Covid, du coup ça a un peu cassé ça. Mais en tout cas c'était vraiment très très cool de pouvoir mêler tout type de designer, parce qu'on se rend compte que un mec qui est architecte, quand il discute avec quelqu'un qui bosse dans l'UX, il y a énormément de choses qui sont similaires et ils peuvent vraiment s'inspirer l'un l'autre, et ça a vraiment été apprécié par les designers à l'époque, quoi. Ouais. Du coup, ça a commencé à créer une petite bulle autour du design, et qui reste encore ouverte, qui est toujours à alimenter, mais qui est assez cool. C'est top. Pierre, il y a ce fameux lieu où tu travailles qui s'appelle Sofa. Yes. À Lyon, où tu m'as invité d'ailleurs. Donc, pour la petite histoire, Fabrice m'a invité, c'était quoi, le 10 mai ou le 12 mai, je sais pas, 2019 du coup, pour donner un talk sur le Design Sprint Quarter à Lyon, et du coup j'y vais, et c'est un lieu magnifique, hein. Enfin, tu pourras décrire un peu mieux, mais un lieu tout en pierre, etc. Et en fait, c'était blindé. Mais il y avait, je sais pas, 70 personnes dans ce lieu. Donc, déjà, bravo pour le marketing. Mais c'était juste au départ de cette première vague du Covid. Et puis moi, venant de Suisse, c'était déjà super chaud en Suisse. On se mettait du désinfectant, etc. Puis j'arrive là-bas et les mecs à Lyon, ils étaient super détendus. Ils se faisaient tous la bise, etc. Ils buvaient des bières. Et j'étais juste en panique. Mais il va se passer un truc ici. Et du coup, c'était vraiment le lancement. Je crois pas qu'il y ait eu de cluster en vrai qui a été déclenché là-dessus. Donc on était détente, mais ça s'est pas si mal passé. Mais c'est vrai que du coup, je me rappelle que
Je t'ai vu arriver un peu stressé, je me suis dit, mais pourquoi il est tendu comme ça? Steph, viens là, je te fasse un câlin, viens là, que je te fasse la bise. Et après, on a compris qu'en effet, on ne pouvait plus être aussi détente. Donc, au final, c'était peut-être la dernière avant tout ce qui Ouais. s'est passé. En tout cas, pour moi, c'était clairement le dernier événement en présentiel jusqu'à maintenant, en fait. Ce fameux 12-13 mars, je ne sais plus exactement. Peut-être parle-nous un peu de ce lieu Sofa, qui est vraiment magnifique. Hein. Sofa, c'est un lieu qui est ouvert depuis 5-6 ans, qui est dans un style assez dans son jus, parce qu'il n'y a que des mobiliers qui sont chinés, il y a les murs qui sont fixés, mais qui sont pas recouverts, avec des trous de partout, avec des plantes qui sortent de derrière la pierre. Enfin bref, C'est une sorte de un- un- bâtiment ancien, hein, c'est ça? Tu m'as expliqué que c'est une ancienne ouais, c'est usine, mais d'il ça. y a 500 ans en arrière. C'était un ancien couvent, je pense, dans le Ok. centre de Lyon, en fait, juste derrière la place de Terreau. Parce il y a une espèce d'endroit avec une sorte de. Il devait y avoir une chapelle, en fait, du coup, qui est super cosy. Il y a une très bonne énergie là-dedans, qui a été récupérée, donc à la base, par un couple passionné de créer des univers comme ça. Mais pas que dans le lieu, en fait. Il y avait aussi toute la volonté d'arriver à créer vraiment une dynamique d'une communauté de gens qui est là pour partager plein de choses. Donc, moi, je suis vite rentré dans l'écosystème parce que j'organisais des événements autour de la curiosité, tout plein de sujets différents. Et là-bas, du coup, on a organisé des trucs. Il y avait des cafés astrologie, il y avait des rencontres philosophiques, il y avait des workshops design, il y avait des stages un peu plus complexes de coaching. Enfin bref, il y avait plein de choses différentes et variées, quoi. Et c'était devenu, du coup, ce lieu, avec l'histoire du confinement, c'est devenu mon lieu de travail principal où je vais maintenant avec le collectif, un autre collectif avec lequel je suis en contact régulièrement. Alors peut-être parlons un peu de tes activités, alors bien sûr du design sprint, mais aussi de tes activités connexes au design sprint. Tu es système designer, en fait, peut-être explique-nous en quoi ça consiste, et bien sûr facilitateur, parce que tu vas t'intéresser à des problématiques qui sont très particulières et qui sont vraiment connexes à des thématiques plus business dont on a l'habitude avec les design sprints, mais qui sont plus systémiques justement. Ouais, l'idée, c'est en gros de voir une organisation comme un organisme vivant. Et cet organisme, comme un vrai organisme, il a plein d'organes, il a plein de types de fluides qui circulent. Il y a donc les fluides économiques, donc si on parle du business, mais il y a aussi les ressources humaines, il va y avoir les ressources si jamais l'entreprise vend des produits, il y a la logistique, enfin toutes les dimensions d'une organisation. Et en gros, malgré cette complexité, on peut arriver à travailler sur cette organisation comme si c'était un système. Donc ça veut dire qu'on peut y modéliser, on peut y poser sur une feuille avec des flèches, des traits, des ronds. Et du coup, on peut visualiser ce système avec les différents parties prenantes de l'organisation. Et quand on visualise, on peut mieux comprendre, on peut avoir un support pour mieux échanger, un peu comme la map du sprint. Et de ça, on va pouvoir venir se poser les bonnes questions, faire émerger des priorités d'action et du coup se rendre compte que si on veut régler un problème business, peut-être qu'il faut régler un problème RH et que par effet rebond, ça viendra faire ce qu'on a besoin de faire. Ou peut-être va se rendre compte qu'en fait, on est en train de travailler et de mettre beaucoup de budget sur un sujet de l'organisation qui est en fait pas la priorité parce que par effet rebond, on se rend compte qu'il fallait travailler ailleurs. Donc ça permet de gagner en conscience sur une organisation et ça permet de mieux réorienter tout le travail qui est fait par les dirigeants ou par les différents directeurs de secteur. Tu étais d'ailleurs venu donner un talk là-dessus en Suisse, hein, tu nous avais présenté justement l'un de ces workshops. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le design sprint est vraiment centré sur un projet et un challenge très précis. Puis ça vient en amont, c'est vraiment quelque chose, c'est des ateliers à faire avec des grands dirigeants ou dirigeantes d'entreprise au niveau très méta ou macro sur l'entreprise elle-même. Donc c'est très très complémentaire. Ça, c'est l'idée en fait. Souvent, quand on récupère un challenge en entrée de sprint, je pense que toi, tu vis la même chose. Tu sens si jamais le challenge il est complètement flottant et hypothétique et qu'il a manqué une vraie phase de recherche ou de compréhension de l'organisation en amont. D'ailleurs, on Et les du prend coup, pas ces sprints-là. Hein. D'ailleurs, voilà, on les prend déjà, pas. On va soit recadrer le challenge, soit pas faire le sprint et puis proposer quelques. voilà, c'est ça. Soit arriver à clarifier le challenge et s'assurer que c'est pas trop hypothétique et dans ce cas-là, on peut se lancer. Soit sinon, c'est à ce moment-là où je propose un format de 3 jours où justement, on va pouvoir reposer à plat les priorités de l'organisation. Et puis, ça va permettre de pouvoir déclencher des design sprints, mais sur des vrais challenges qui sont vraiment identifiés. Ouais, c'est top. Parle-nous aussi un peu de tes engagements personnels hein, sur l'écologie ou des choses comme ça et comment tout ça, ça a mené à tes liens avec l'archipel. En gros, le fait de travailler sur des organisations et de les voir comme des systèmes,
je me suis rendu compte que c'était pas un problème en fait la complexité, c'était même plutôt quelque chose qui était stimulant et qui me permettait de rencontrer plein de gens de plein de bords différents. Donc quand je travaille vraiment sur cette approche en système, souvent je fais venir des autres personnes qui sont des anthropologues, donc pour la partie sociale, des personnes qui sont même des fois dans la biologie, pour pouvoir utiliser en fait des inspirations de la nature pour venir trouver des solutions pour nos systèmes et nos organisations. Et de là, du coup, ma pratique est sur un engagement que j'appelle régénératif. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas travailler sur un système ou avec une organisation, un territoire ou une institution pour que du coup, on règle des problèmes chez eux, mais que ça crée des problèmes à l'extérieur et que du coup, ça soit dégénératif comme c'était souvent le cas depuis des centaines d'années. Et donc, du coup, l'impact derrière sur les humains, mais aussi l'impact sur l'environnement, sur la nature et sur tout le reste. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on va prendre un peu des inspirations de la nature, donc la bio-inspiration comme garde-fou, pour venir apporter de la connaissance, pour travailler sur les systèmes des organisations dans le bon sens, avec les bonnes expertises. Et donc, du coup, pour avoir rapidement accès aux bonnes expertises, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont dans d'autres domaines, donc économie circulaire, philosophie, montage de business model complexes, coaching à la personne, enfin plein d'autres domaines complémentaires. Et du coup, avec ces gens-là, on s'est un peu structuré en collectif ensemble, et un collectif un peu particulier parce que ça s'appelle un archipel. On est hébergé du coup à Sofa, le lieu dont on parlait juste avant. Et la particularité de ce fonctionnement en archipel, c'est qu'il n'y a pas de... C'est un autre modèle d'organisation. Des fois, on parle un peu des explorations en entreprise libérée. Là, voilà, on va tous avoir un statut d'indépendant aussi. On va tous faire ce qu'on veut de notre côté, mais en même temps faire des projets ensemble. Ouais. On va avoir une gouvernance qui est libérée, dans le sens où elle est horizontale, où on a des rituels qui sont là pour nous organiser. Enfin bon, voilà. L'archipel, c'est vraiment une volonté de continuer un peu ce que je te disais tout à l'heure quand on avait créé ce Slack ensemble, c'est de se dire... Voilà, en fait, pour régler nos problèmes complexes, on a besoin d'être dans la coopération et en fait, la concurrence n'existe pas parce qu'on a chacun à apporter notre petite pierre. Donc voilà, le modèle archipel, c'est vraiment sur la coopération à 100%, même avec les autres écosystèmes avec lesquels on travaille aussi régulièrement. Ce qui est très très intéressant, c'est que, tu parlais avant de business model, etc. Souvent, on fait des design sprints qui sont sur des projets, puis des fois, c'est très intéressant de faire 3 pas en arrière pour regarder le business model, comment ce projet s'inscrit dans le business, et ça, c'est très bien, il faut absolument le faire. Mais très souvent, on voit que les entreprises s'arrêtent là, en fait. Pour eux, ils ont rempli les 9 cases du business model Canvas, et puis ils ont terminé leur monde. Alors que non, une entreprise, comme tu le dis, c'est un organisme vivant. Et puis ce qui fait souvent la force d'une entreprise, c'est aussi ses ressources humaines, qui travaillent dans l'entreprise, la satisfaction globale des employés, le turnover et toutes ces choses-là, qui sont, qui, de nouveau, c'est un niveau en arrière. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, ces approches justement, comme tu le dis, de design systémique ou régénératif, s'il faut améliorer justement des parties malades de l'entreprise. Et on est extrêmement heureux de t'avoir dans l'équipe justement pour travailler sur ces thématiques-là. Aussi sur les aspects sustainability, ça c'est aussi des domaines dans lesquels nous on veut aller de plus en plus. On est basé en Suisse, pays quand même des ONG et tout ça, et on sent qu'on a des choses à amener là-dessus. Et comme tu le dis, il ne faut pas avoir peur de la complexité, parce que c'est justement quand on est capable de faire quelque chose de cette complexité que nous, en tant que designer, on peut amener énormément. Et puis pas juste au stade du projet, mais au niveau de l'entreprise. Exactement, ouais, clairement. C'est top. Du coup, quelles sont tes projections en fait, sur l'avenir? Qu'est-ce que tu veux faire avec le design sprint dans les mois et années à venir? Pour moi, le design sprint, c'est une vraie recette de travail qui peut rentrer dans la culture des organisations. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec le confinement. Les réunions qui marchaient déjà pas en physique, en général, elles marchent encore moins en visio et à distance. Le fait de vouloir travailler tout le temps en réunion, ça ne marche pas non plus. Il y a aussi nécessité de travailler en asynchrone, donc de changer les manières de fonctionner. Et pour moi, justement, voilà, il y a vraiment des évolutions à apporter sur la manière de travailler, la manière de structurer des équipes, de gérer du relationnel. Et à l'intérieur de la recette du design sprint, il y a toutes ces briques qui sont là. Il y a les rythmes, il y a le travail d'écoute, le travail de compréhension, la structure du design thinking qui est de se poser les bonnes questions avant de se lancer dans des solutions trop vite, le cadrage à faire en amont de tout ça.
voilà, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui petit à petit mérite de rentrer dans une organisation, non pas pour qu'elle fasse que des design sprints, mais pour que ça vienne aussi changer la culture de l'entreprise, la manière de travailler et surtout les mindsets. Parce que quand tu commences à mettre un pied dedans, ça vient te transformer toi aussi quelque part. Et du coup, ça va vraiment changer en profondeur. Je suis persuadé que, en tout cas, les organisations que j'ai vues qui fonctionnent le mieux actuellement, c'est des organisations qui sont vraiment imprégnées des démarches design. Récemment, j'ai même vu des choses super intéressantes, des écoles qui, par exemple, avaient des cursus de formation qu'ils appelaient innovation. Ouais. Ils ont remplacé le terme innovation par démarche design. Donc, en gros, on commence à avoir même la démarche design qui est reconnue comme étant quelque chose à mettre en place pour apporter de l'innovation. Ouais. Voilà, en fait, on ne parle plus d'innovation en se disant on ne sait pas comment innover, il doit y avoir des méthodes, des machins. En fait, on sait que du coup, les démarches design, elles apportent de l'innovation. Ouais. Et du coup, après, comment on met en place ces démarches design, on l'a vu, ça peut se mettre en place un peu n'importe comment si on prend ça comme un outil. Mais du coup, le fait d'avoir une recette construite comme le design sprint, ça évite de le faire n'importe comment. Ouais. C'est vraiment la recette de grand-mère. On la prend, on la teste. C'est ça. Et on en comprend les cheminements, quand c'est qu'il faut mettre du sel, quand c'est qu'il faut mettre au four, la durée. Et après de ça, on en extrait une compréhension qui nous permet d'hybrider d'autres choses. Mais voilà, c'est un super point de départ pour moi. Ouais. Tout à fait aligné avec toi. C'est une super recette, quoi. On tient un truc qui est génial maintenant, en 2021, mais aussi qui va, je pense, on voit, hier j'ai reçu une newsletter de Sketch, par exemple, c'est un des outils principaux utilisés par tous les designers au monde, et l'entête de la newsletter, c'est le design sprint, quoi. Et je pense que le design sprint est en train de devenir fondamental dans les nouvelles approches de design, et ça va grandir, ça va évoluer et ça va définir, je dirais presque, les démarches de design dans les années à venir. Donc voilà, en tout cas, on est extrêmement fiers de t'accueillir avec nous au sein de l'équipe Design Sprint LTD. Donc tu vas mener des sprints et d'autres types de workshops, bien sûr, en français et en anglais aussi. Et voilà, et on se réjouit de faire de plus en plus de choses avec toi, Fab. Écoute, je me réjouis aussi, Stéphane. C'est pour ça que je suis très content de rejoindre le fellowship, dans le sens où j'ai toujours été indépendant, mais je pense que quand justement il y a des choses qui sont vraiment importantes à développer, faut réussir à le faire ensemble. Et voilà, je m'abandonne complètement dans Design Sprint LTD pour arriver à mettre en service. Fab, en tout cas, c'est un honneur de t'avoir avec nous et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et à bientôt sur Design Sprint LTD. Merci Steph, à très bientôt.